Voilà, alors il y a très exactement un an, éclatait l'affaire Weinstein et les hashtags MeToo, Balance ton port. Il y a 15 jours, le JDD relayait un appel de personnalité contre la violence physique faite aux femmes, pouvant aller jusqu'à entraîner la mort. Autant dire que la relation homme-femme ou femme-homme est au cœur des enjeux sociétaux et pas que pour la violence. L'égalité des salaires, malgré 4 décennies de lois qui s'empilent, n'est toujours pas une réalité en France. Bref, devant ce qu'il faut bien appeler un blocage sociétal, Emmanuel Macron a fait de l'égalité femmes-hommes une grande cause nationale de son quinquennat. Alors, Catherine Lusco, voilà, vous m'avez rejoint. C'est vous qui suivez ce dossier au sein du mouvement HLM. Là, ça va être un peu compliqué parce qu'il y a encore le changement de salle. Mais juste quand même, le mouvement HLM a décidé de s'engager formellement à travers une charte. La question est évidente. Et pourquoi maintenant et pourquoi faire? Alors le secteur HLM, effectivement le mouvement HLM, donc l'Union sociale pour l'habitat et les fédérations qui la composent, ont décidé de prendre leur part à ce mouvement un petit peu général autour de l'égalité femmes-hommes. Au-delà de la reconnaissance en droit de l'égalité, nous souhaitons travailler sur l'égalité de fait, l'égalité réelle, l'égalité effective. Alors pourquoi les organismes HLM, pourquoi le secteur HLM se mobilise sur cette question? Les organismes HLM, ce sont 12 000 administrateurs qui dirigent 700 structures. On sait à quel point il est difficile pour les instances de décision de tendre vers la parité. Les organismes HLM aussi, ce sont 82 000 salariés, ça veut dire autant de situations professionnelles, autant le monde du travail est un monde d'émancipation, un vecteur d'émancipation, mais également il peut être un lieu d'inégalité. Les organismes HLM aussi, ce sont avant tout 11 millions de locataires et d'accédants, de personnes donc, qui sont logées. Et le champ des pratiques professionnelles n'échappe pas à la question de l'égalité femmes-hommes. À titre d'exemple, la question de l'égal accès des femmes et des hommes aux espaces publics et aux espaces résidentiels. Autre point que l'on peut signaler, la question de l'adaptation de la gestion locative et des attributions aux nouvelles compositions familiales. Et puis peut-être, dernier point, vraiment problématique, la question du relogement dans le cadre d'urgence, dans le cadre des violences faites aux femmes. Alors on va voir tous ces cas concrets avec les gens qui sont autour de nous, mais juste un bon point quand même, vous faites mieux pour les écarts salariaux constatés que beaucoup de secteurs en France. Alors moi je sais que nous on a des chiffres dans l'audiovisuel public, c'est assez terrifiant, il y a vraiment de gros écarts. Et vous par contre, non, c'est assez serré. Alors écoutez, venez travailler dans le secteur HLM, parce que vous verrez... Ah oui, mais quand même. Effectivement, on fait un constat collectif, celui du fait qu'il y ait vraiment des résultats tangibles dans notre secteur en matière d'égalité femmes-hommes. C'est le cas pour la question combien emblématique des écarts salariaux entre les femmes et les hommes, où on a des écarts salariaux qui sont extrêmement faibles, en tout cas nettement plus réduits que ceux de la moyenne nationale. Pour autant, et c'est pour ça aussi qu'on veut s'engager, on se dit qu'il y a des choses qui sont encore à accomplir, des progrès que l'on doit faire tous sur ces questions-là. Il y a des mauvaises habitudes, il y a un petit peu des phénomènes d'autocensure, il y a des stéréotypes, une culture d'égalité qui n'est pas forcément partagée. Alors on va le voir tout à l'heure à travers les témoignages vraiment divers que l'on a choisi de vous présenter. On fait des belles, des grandes choses dans notre secteur pour l'égalité femmes-hommes. Pour autant, on se dit qu'une charte à l'échelle du secteur, c'est vraiment miser sur le fait qu'il y aura une dynamique globale qui se mettra en place. Et nous, cette dynamique, on l'entend comme une exigence que la société exprime à l'ensemble des acteurs socio-économiques dont nous faisons partie. Alors vous savez que je suis allé voir pour chercher à quand remonte le Premier ministre chargé de ce secteur. C'est en 1974. Donc on peut dire que depuis 1974, la France essaye de résoudre ce problème de l'égalité femmes-hommes et apparemment on n'y arrive toujours pas, sauf que ça progresse, vous êtes en train de nous l'expliquer. Alors c'est compliqué, ça touche beaucoup de domaines. On va essayer donc de faire le tour de ce que vous faites tous les uns les autres dans ce contexte-là. Et notamment avec vous, on va commencer Chantal Élie Lefebvre. Vous êtes la présidente d'Essonne Habitat et membre du Conseil fédéral des coopératives HLM, instance où on a décidé de donner une place aux femmes sans amoindrir le nombre de représentants hommes. Je suppose que l'équation n'a pas dû être simple à résoudre. Eh bien écoutez, justement, moi je suis très fière de pouvoir dire ça. Parce que ça a été un constat fait par la Fédération des coopératives HLM,
Pardon, non, continue, excusez-moi, c'est moi qui me mets là. Qui était de se rendre compte qu'au niveau d'une gouvernance, ou en tout cas au niveau du Conseil fédéral des coopératives, il y avait moins de femmes que d'hommes. Alors comment ça se fait? C'est quand même absolument incroyable depuis tant d'années où on sait très bien que la femme est quand même l'égale de l'homme. Comment se fait-il qu'il n'y ait pas autant de femmes dans ce genre de gouvernance? Je pense qu'il y a un constat à faire déjà, c'est que dans les us et coutumes, et en tout cas dans l'inconscient collectif, les femmes n'ont pas encore cette habitude ou ce réflexe de dire que oui, on peut aller à la gouvernance sans problème, comme ça. Donc, une fois que le constat est fait, notre fédération, notamment par notre présidente Marie-Noëlle Lindemann, s'est dit de quelle manière est-ce qu'on peut faire monter les femmes à ce stade-là. Alors, la particularité et ce qui était intéressant dans sa façon de voir les choses, c'était de dire c'est quand même idiot de demander à des hommes de partir pour avoir l'égalité des femmes. Oui, ça aurait été mal vécu. Ouais. Oui, c'était agressif, c'était pas gentil, puis de toute façon, nous, on les aime bien, nos hommes, donc pourquoi on leur demanderait de partir? Donc, l'idée a été d'augmenter le nombre de places et, au moins pour une année, de les spécifier, de les flécher femmes. Voilà. Donc, c'est ce qui a été fait. Donc, nous avons augmenté, du coup, le nombre de femmes au Conseil fédéral, sauf que nous ne sommes pas encore arrivés à la parité, mais on va y arriver. Pourquoi, faute de candidate ou parce que c'est compliqué d'arriver à cette parité, justement? Non, pas faute de candidate, mais faute de place. Même si vous les avez augmentées, il n'y en a pas assez. Encore faute de place, oui. Merci beaucoup pour ce témoignage. Alors, Claude Knapik, d'abord, ça me fait plaisir de voir qu'il y a des hommes aussi sur cette scène. Ça veut dire que vous êtes concerné. Vous êtes président du directoire de Batigère, qui a obtenu le label Égalité de l'AFNOR. Alors, pour qu'on comprenne bien les enjeux pour un groupe comme le vôtre, Batigère, d'abord, c'est quoi? Ça représente quoi? Alors déjà, Claude, vous voyez, c'est masculin et féminin, donc c'est pas mal pour parler de cette question d'égalité. Batigère, c'est un groupe national, 75 000 logements, 3 régions d'implantation, le Grand Est, l'Île-de-France et Rhône-Alpes. Ce sont 1500 collaborateurs environ, avec une assez bonne représentation des femmes, puisque 60% des personnes qui travaillent chez Batigère sont des femmes. Et cette parité se retrouve à toutes les strates hiérarchiques de l'organisation, compris chez les cadres, puisque nous avons une majorité de cadres femmes au sein de Batigère. Alors le sujet de la gouvernance est un autre sujet, évidemment, sur lequel on travaille. On n'est pas encore dans cette parité, mais ça fait partie des enjeux de demain sur lesquels on travaille. Et alors ce fameux label, ça apporte quelque chose? Ça fait évoluer les mentalités? Alors le label, en fait, c'est un processus assez long, puisque nous, ça fait depuis 2007 qu'on se questionne sur la parité homme-femme au sein du groupe Batigère. On a commencé par des échanges avec les représentants du personnel, c'est venu de là en 2007. Et puis petit à petit, on a cheminé, on a signé des premiers accords professionnels en 2009 sur cette question de la parité. Et sommes allés en 2011 sur la labellisation avec l'AFNOR pour aussi acter un peu les travaux qui avaient été menés en interne. Labelliser a un intérêt de donner un peu de matière, de communication auprès des collaborateurs. Ça structure un peu la démarche, ça permet de quantifier aussi les actions qui sont menées. Elles sont diverses et variées. Les principales, quand même, relèvent de la sensibilisation, de la formation, de la communication. Donc là, on a beaucoup d'outils qui nous permettent de communiquer auprès de nos collaborateurs en interne, mais également au travers de nos parties prenantes. C'est tout un cheminement quand même d'acculturation à cette question de la parité. Et je pense qu'aujourd'hui, on a fait du chemin et on est plutôt fiers de ce qu'on a pu réussir. Néanmoins, il reste encore quelques chantiers à mener. Ça donne des outils statistiques qui permettent de voir l'évolution? Alors, on a des outils statistiques quantitatifs, également qualitatifs. On a par exemple des revues de potentiel où systématiquement on s'inquiète et on s'assure que les femmes sont correctement représentées dans les potentiels des collaborateurs au sein de nos organisations. On travaille aussi avec des tissus associatifs. Par exemple, on a une association qui nous incite à venir rencontrer les filières techniques des écoles d'ingénieurs, par exemple, avec des cadres dirigeantes qu'on peut avoir chez nous qui sont des femmes.
techniciennes et qui montrent que c'est des métiers possibles aussi pour les femmes. Et on a également des démarches auprès des écoles et collèges dans le cadre de Déployons nos ailes, où là aussi on vient casser les stéréotypes en montrant qu'une femme peut être technicienne et qu'un homme peut être hôte d'accueil. Donc voilà, il n'y a pas de code et pas de place attitrée. On travaille en tous les cas à former aussi la jeunesse à ces questions et faire en sorte qu'on les acculture à être dans le bon mood. Merci. Alors Anne-Sophie Grave, vous êtes la directrice générale d'I3F. Bon, alors pareil, même question, la surface d'I3F. Donc, le groupe 3F, c'est 250 000 logements sur tout le territoire national, moitié en Île-de-France et moitié en région hors Île-de-France. Alors vous, c'est le rapport aux autres qu'on va voir là, avec quelque chose qui est compliqué. C'est le rapport aux habitants, notamment à travers les attributions en faveur des familles monoparentales. Et c'est un marqueur très fort chez vous. Oui, parce que je trouve que c'est intéressant de faire un focus, justement, quand on parle des femmes dans le parc du logement social, sur nos attributions, puisque 20% de nos attributions concernent des familles monoparentales, et on sait que les familles monoparentales, je dirais à plus de 90%, ce sont des femmes seules avec enfants. Très concrètement, pour I3F, par exemple en Île-de-France, 11 500 attributions en 2017, et 2100 attributions à des familles monoparentales, et donc à des femmes avec enfants. Et dont, alors ce qui est important, effectivement, et sur quoi je voulais insister, c'est que sur ces 2100, la moitié, en fait, était en situation de précarité ou de grande précarité. Donc soit sans logement, soit sortant d'hébergement, soit sortant de structures temporaires, soit en situation de divorce ou de séparation, mais aussi pour certaines d'entre elles en situation de violence. Et donc ça veut dire un accompagnement social un peu particulier? Vous regardez de façon plus spécifique? Alors, on travaille en fait selon 3 axes. D'abord, le traitement de l'urgence, l'accompagnement au logement, et puis aussi l'insertion sociale et professionnelle. Alors, sur le traitement de l'urgence, d'abord, notre charte d'attribution intègre ces questions-là, c'est-à-dire comment nous favorisons en fait l'attribution pour les situations de femmes victimes de violences conjugales. Et puis, nous le traitons aussi via nos structures spécialisées, donc qui sont gérées par notre filiale 3F Résidence. Et je voudrais prendre ici un exemple très concret, parce que c'est à Marseille, voilà, où nous avons une résidence hôtelière à vocation sociale, donc qui a été construite par 3F Résidence, gérée par l'association Montempo, et qui a mis en place un partenariat avec une association qui s'appelle La Caravelle. Que je connais, oui. J'ai fait des sujets dessus. Voilà, et qui, effectivement, s'occupe des femmes maltraitées. Et donc, dans le cadre de ce partenariat, en fait, l'association peut appeler le gestionnaire Montempo et dans la journée même, on est en capacité de mettre à disposition un studio. Et quand on regarde ce que ça donne sur une année, en fait, c'est 5% des studios, donc des nuitées en fait, de cette résidence qui sont finalement affectées à des femmes victimes de violences. Et l'association mettant en œuvre tout l'accompagnement social, psychologique, juridique. Donc ça, c'est un exemple ici. Ensuite, sur de nombreux territoires, je dirais, nos ESH mettent à disposition en fait, des logements un peu de la même façon pour que des associations localement puissent rapidement en fait, avoir une solution pour une femme et ses enfants victimes de violences conjugales. Merci Anne-Sophie Grave. Alors on va terminer ce rapide d'horizon. Oui, alors très vite parce que... 2 petits mots, donc juste sur peut-être l'insertion, il y avait l'accompagnement au logement, et alors je vais le sauter, mais quand même l'insertion sociale et professionnelle, parce que je pense que c'est important, et ça fait un peu aussi un rebond sur ce qu'on a pu dire, parce qu'on s'est rendu compte que nos chantiers, en fait, nos chantiers d'insertion, finalement c'est surtout les hommes qui en bénéficiaient, parce qu'on était sur peinture de cage d'escalier, entretien des espaces extérieurs, et donc on a réfléchi pour se dire comment effectivement les femmes peuvent être davantage éligibles en fait à ces chantiers d'insertion, et donc on s'oriente sur les métiers du numérique et sur l'environnement, et là je vous promets j'ai terminé. Stéphane Dauphin, alors vous êtes le directeur général de Paris Habitat, alors comme pour tous les autres, Paris Habitat rapidement. Paris Habitat, donc l'Office public de l'habitat de la ville de Paris, 125 000 logements, et j'aime à dire aussi qu'on loge un Parisien sur 10. Voilà, ce qui oblige évidemment en termes de résultats au quotidien. Et alors vous avez fixé à vos équipes comme préalable la lutte contre les stéréotypes. C'est une vision assez intéressante. Tout à fait. Alors on est rentré, mais Anne-Sophie Grave a bien illustré, une des raisons d'être des bailleurs, c'est effectivement l'accompagnement des publics les plus vulnérables. Et dans ce cadre-là, il y a un travail spécifique qui est fait par les équipes
de Paris Habitat autour des femmes victimes de violences domestiques. D'ailleurs, plus que de l'égalité homme-femme, là je pense qu'on est vraiment sur la thématique droit des femmes, et donc avec une très forte évidemment obligation de réactivité et de résultats, puisqu'on traite évidemment des situations d'urgence. On a aussi inscrit cette question de la décohabitation, du relogement des femmes dans nos dispositifs, notamment dans nos chartes d'attribution. À titre d'exemple, on a traité depuis le début de l'année une 30aine de situations de relogement d'urgence. Et effectivement, c'est de l'urgence, il faut qu'on puisse très vite sortir la personne du foyer, si elle ne l'a pas déjà fait toute seule, et proposer quasiment dans le mois un logement, ce qui est encore plus rendu compliqué à Paris avec le très faible taux de vacances que nous connaissons dans le parc. Et puis pour accompagner cette démarche, on a aussi un partenariat avec une association qui accompagne les femmes dans le cadre de relogement sur de l'accès, du maintien dans le logement autonome. Puis c'est aussi, ce sujet-là, c'est aussi pour les équipes de Paris Habitat l'occasion d'aller plus loin, de s'investir dans ces thématiques-là, notamment nos équipes de proximité sur le terrain, qui sont évidemment amenées à rencontrer ou à accompagner, voire à détecter des situations de femmes victimes de violences. Donc il y a des temps de sensibilisation, des temps de formation à l'interne, où on travaille sur l'écoute, sur la posture, et puis donc aussi sur l'acceptation, parce que c'est jamais facile, l'acceptation pour une femme de la décohabitation, avec finalement un double enjeu à l'interne, à la fois de pouvoir réinterroger nos pratiques, comme sur beaucoup de sujets, et aussi donc progresser dans la lutte contre toute forme de discrimination, contre les stéréotypes. Et donc c'est au-delà de ça, c'est le sujet de la culture, une culture de l'égalité qui doit être partagée par tous. Donc ça passe aussi par une session de formation qu'on a fait sur les discriminations à l'interne, là, pour tous les collaborateurs, et puis aussi par des pratiques au quotidien. Il faut aussi montrer l'exemple. Par exemple, à Paris Habitat, il y a 7 personnes au COMEX, dont 5 femmes. Moi, je suis plutôt fier que les femmes soient largement majoritaires dans l'organe de direction de l'office. Et puis au-delà de ça, c'est aussi, j'allais dire classiquement, mais pas forcément, des accords sur l'égalité femmes-hommes, notamment qui a été signé ces toutes dernières semaines, qui contient en son sein aussi bien une enveloppe annuelle pour rattraper les écarts salariaux entre les femmes et les hommes, mais aussi un travail spécifique sur la féminisation ou la masculinisation de certains métiers, sur lequel il y a une surreprésentation. C'est aussi faciliter la reprise du travail après des périodes de congé de maternité, leur achat de compte épargne-temps pour payer des frais de garde d'enfants, enfin voilà, tout un certain nombre de sujets sur lesquels on peut aussi être exemplaire, et dans le cadre d'une symétrie des attentes, des attentions entre les publics qu'on loge et les salariés de Paris Habitat. Merci Stéphane de ça. Ce qui est intéressant quand on vous écoute tous, c'est qu'on voit que le champ des possibles est très vaste et que les sujets concernés sont très importants. Alors Catherine Lusco, juste avant que les présidents ne montent signer cette charte, en quelques mots, cette charte c'est quoi et ça va permettre quoi? Alors effectivement, en quelques mots, même si ce que l'on vient d'entendre nous montre qu'il y a beaucoup de bons élèves dans les organismes HLM, bons élèves entre guillemets, sur cette question-là. Donc on espère avec la charte donner de la visibilité aux actions que vous faites déjà et puis vous encourager à en entreprendre d'autres. Donc je ne vais pas rentrer dans le détail de la charte, elle vous a été distribuée à l'entrée, elle est également dans la mallette numérique qui vous est remise dans le cadre du congrès. Simplement vous dire qu'il y a 4 principes qui nous ont animés quand on a travaillé et vers lesquels on se dit qu'il serait intéressant que le secteur HLM tende. Le fait de l'application réelle et effective de l'égalité, donc par opposition à simplement, entre guillemets, sa reconnaissance en droit, donc vraiment son application réelle. L'élimination des stéréotypes de genre aussi, qui nous semble indispensable, parce que derrière, ce sont des inégalités opérationnelles réelles qui en découlent, donc tant dans les actes de gestion que de décision, de management, de communication. Troisième principe qui nous semble important, la participation équilibrée des femmes et des hommes dans les instances de décision. On l'a vu dans plusieurs des témoignages ce matin.
Et puis, dernier principe, dernière ambition, celui de la prévention et de la lutte contre les discriminations et les violences sexistes. Donc ces 4 piliers-là, ces 4 ambitions-là, qui nous meuvent et qui nous ont orientés, on les a déclinés ensuite sous forme de 3 axes beaucoup plus opérationnels, donc un peu classiques, et puis c'est un petit peu ce qu'on a vu là à l'instant. Le travail autour de la culture de l'égalité, pour faire avancer les mentalités, bouger le regard que l'on a sur ces questions d'égalité. Le deuxième axe qui nous semble tout à fait crucial, celui de la gestion interne. Donc la gestion interne, ça veut dire tant la gouvernance que les instances de décision, mais aussi tout le volet RH, on le voit, qui est tout à fait central. Et puis, troisième volet, qui est tout à fait important aussi, celui des pratiques professionnelles, parce que nos stéréotypes, les habitudes que l'on a, peuvent découler sur des actions d'un point de vue professionnel, d'un point de vue de ce que l'on offre en termes de services et de produits, n'est pas égalitaire pour les personnes pour lesquelles on travaille. Donc voilà ces 3 axes sur lesquels on a travaillé et sur lesquels on prend 16 engagements. Et voilà, c'est ce que j'allais dire, c'est-à-dire que vous êtes très concret, 16 engagements, ils sont précis, ils sont marqués, et donc on va pouvoir suivre ce qui se fait, ce qui se pratique, et si la pratique devient bonne. Voilà, parce que pas d'engagement sans suivi, effectivement, sinon c'est un petit peu facile. Donc on a prévu de vous donner de la visibilité, au moins annuellement à l'occasion du congrès, sur les avancées qui auront été opérées sur ce thème. Voilà. Merci Catherine Lusco. Alors je vais demander, ça va être le moment un peu solennel, la signature de la charte. Je vais demander à Jean-Louis Dumont, le président de l'Union sociale pour l'habitat, et puis les présidents des fédérations dans l'ordre suivant, Alain Cacheux, Yannick Borde, Valérie Fournier, Marie-Noëlle Lindemann, Denis Rambaud, de venir nous rejoindre pour parapher le document. Une ministre devait être là, secrétaire d'État, Marlène Schiappa. Vous vous en doutez, aujourd'hui, c'est un peu compliqué pour elle. Et donc, elle est à Paris, comme tous les ministres et tous les membres du gouvernement. Personne ne s'est déplacé aujourd'hui. Voilà, je vous propose d'aller sur la table et de parapher. Monsieur le Président, vous allez voir qu'une caméra va se projeter sur votre main et on va vous voir signer ce texte. Attendez, on va vous apporter le micro, vous allez voir, ça va être encore plus... Voilà. Valérie. Donc j'ai entendu, au nom du mouvement HLM, je signe, c'est fait. Et donc, en fait, ça vous engage tous. Vous prenez l'engagement. Voilà, je crois qu'il va y avoir une photo, évidemment, de fête, photo officielle. Merci à vous tous. Rendez-vous pour une plénière cet après-midi à 14 h. Alors le thème devrait faire plus consensus que celle de ce matin, puisque ce sera les HLM, une chance pour la France. Et je pense que là, on va avoir beaucoup de gens qui pensent qu'effectivement les HLM, c'est une chance pour la France. À tout à l'heure, bon déjeuner, bon appétit.